Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je m'appelle Lynn Morissette et je suis avec Normand Fizet. Salut Normand! Salut Lynn! Président de la FQSA. Exactement. On fait une série d'épisodes de balado pour Saumon Québec en ce moment qui est fort intéressante. Ça fait plusieurs épisodes qu'on fait. On fait le tour de la salmosphère pour voir de part et d'autre de l'Atlantique c'est quoi la situation avec le saumon de l'Atlantique. On a parlé à des gens de différents pays et aujourd'hui, on vous amène en France rencontrer Patrick Martin, qui est président et directeur général du Conservatoire national du saumon sauvage à Chanteuge en France. Il est également chargé de projet consultant pour la direction de l'expertise sur la faune aquatique du MEL-CCFP. Ça, c'est au Québec, notre ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, faune et parc. Hey, tu t'améliores. Je m'améliore sur cet acronyme qui est un peu un défi, hein, la prononciation. Exactement. Donc, on fait toujours comme ça, dans les épisodes que vous allez entendre là, dans cette période-ci, on fait le tour du statut ou du constat de la situation du saumon atlantique un peu partout. Pour vous faire un bref topo avant de parler avec notre intervenant en France, le saumon atlantique est classé comme quasi menacé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les problèmes auxquels il est confronté, ce saumon-là, c'est en partie attribuable à la qualité de l'eau, les habitats et la difficulté de survie en mer. Survie en mer, ça sonne les cloches ici au Québec aussi. Là, c'est quelque chose qui nous interpelle, nous aussi. Donc, Monsieur Martin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'échanger avec le Québec en permanence. Ah, ben c'est génial. Vous nous parlez de où exactement en ce moment? Alors là, je suis situé à Chanteuge, c'est une toute petite commune de la Haute-Loire, dans le Massif central, en Auvergne. Et on est situé sur la rivière Allier, c'est-à-dire au cœur des zones naturelles de reproduction du saumon, de notre saumon de Loire Allier. Voilà, je vous parle depuis l'Auvergne. Et puis, avant qu'on tombe dans nos questions pour essayer de comprendre un peu la situation, nos similarités puis nos différences avec notre saumon atlantique, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a mené à devenir comme ça expert de saumon sur cette rivière-là et peut-être la connexion avec le Québec aussi et le ministère de l'Environnement ici. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre parcours. Bien sûr. Alors, c'est une très longue histoire qui débute par la pêche, parce que la pêche était une passion et un grand-père pêcheur de saumon m'a amené très jeune à la pêche. Et puis, je me suis dit, je vais faire des études dans ce domaine que j'ai commencé en tant qu'ingénieur. Et puis, j'ai fait de la recherche aussi dans ce domaine-là. Et puis, en 1994, exactement, on a eu un plan national voulu par notre ministre français pour contribuer à la sauvegarde du saumon, parce que notre saumon était en voie de disparition à ce moment-là. Et il se trouvait qu'il y avait une entente avec le Québec, avec le ministère qui portait pas le même nom à l'époque. Il change tout le temps de nom de notre ministère, change régulièrement à peu près aux 2 ans. Là, ouais, ça change moins de nom que nous de ministres en ce moment, mais... Ça devait être le MEF à l'époque, hein, Ministère Environnement et Faune. J'ai connu beaucoup de noms différents. Effectivement. Loisirs, chasse-pêche. Ah oui, c'était Loisirs, chasse-pêche, MERNF, etc. Même une société à un moment donné. Et on a eu la chance d'avoir accès à un expert chez vous qui s'appelait parce qu'il est décédé, Yvan Turgeon, qui est un biologiste du ministère et qui était en charge des stations piscicoles du gouvernement. Et donc l'entente a été de pouvoir l'avoir avec nous et de transférer la technologie qu'il avait développée déjà dans les années 85-90, notamment sur la pisciculture de Tadoussac et après sur la station piscicole de Baldwin-Coaticook. Mais il y avait d'autres stations à l'époque, le gouvernement avait de nombreuses stations piscicoles et il nous a beaucoup aidés pour concevoir ici et travailler sur notre projet de Chanteuge dont j'étais chargé de projet. Et puis 30 ans plus tard, mais c'est un peu l'inverse, et j'apporte ma contribution dans les opérations de modernisation au Québec pour les stations piscicoles. Donc c'est un échange permanent que nous avons eu depuis 30 ans avec le Québec. Je savais même pas qu'on avait des bassins piscicoles à Tadoussac. On n'a plus ça. Hein? Oui, ça existe encore. Oui, mon Dieu, je connais pas mon Tadoussac.
Non, puis même ils sont en processus là, de même raviver ça, d'augmenter en fait sa contribution là. Ah oui? Ouais, le ministère a décidé de s'investir là-dessus. Là, quoi, 2 ans, 1 an? OK. C'est tout récent. Ouais. Formidable. Puis avec vous, aujourd'hui, M. Martin, on fait un portrait de ce qui se passe particulièrement dans le bassin de la Loire. J'aimerais ça que vous nous racontiez un peu c'est quoi la situation pour le saumon atlantique là, dans ce bassin-là, dans cette région-là. Puis, qu'est-ce que c'est le bassin de la Loire en France par rapport aux autres rivières à saumon? Est-ce qu'on est dans Bien sûr. un écosystème typique? Alors, la situation du saumon dans la Loire. D'abord, je vous ai dit en 1994, on était à la limite de l'extinction. On estimait à une centaine d'individus le nombre de saumons présents sur ce bassin-là. Quand je parle de bassin, c'est l'axe principal qui est la Loire, mais aussi ses affluents. La Loire, c'est un fleuve de 1000 kilomètres de long. C'est 1/5 du territoire de la France. Quand même. Donc, si je ramène ça à l'échelle du Québec, on est 13 fois plus petit que la surface totale du Québec, mais on a 1,5 fois plus d'habitants sur juste notre rivière. On a plus de 13 millions d'habitants sur ma rivière que le Québec. Donc ça fait un ratio d'à peu près 20. Souvent, j'explique ça aux gens. Ils disent mais comment on peut encore avoir du saumon dans une rivière aussi peuplée? Et ça, c'est un élément et un enjeu majeur, mais on y viendra au cours de la discussion. C'est comment on peut encore maintenir la présence d'une espèce aussi exigeante que le saumon sur un endroit aussi peuplé, et sur lequel on a des barrages, on a des centrales nucléaires, on a des millions d'habitants, on a des villes, on a de la pollution, on a du réchauffement, parce qu'on est dans la zone sud de répartition, même si on a la même latitude que Québec, presque. Mais on a des conditions climatiques qui sont très limites, parfois, pour notre saumon, et puis la présence d'espèces problématiques aussi. Donc, ça, c'est pour la situation. 94, c'était vraiment la limite d'extinction de l'espèce. Et quand le ministère a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et vous allez créer une salmoniculture qui était la plus grande en Europe, dédiée que au repeuplement. Donc, il y avait une très très grosse capacité de production, à la fois d'œufs, d'alevins et de smolt. Eh bien, on a réussi assez rapidement, et on en a été très fiers, à augmenter le nombre de retours, et on est passé de quelques centaines d'individus à 1200 saumons. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a eu des changements de stratégie, mais on y viendra par la suite, et qui ont été concomitantes à une situation problématique à l'ensemble de l'Atlantique Nord, et qui ont fait qu'il y a eu à nouveau un effondrement total. Et on n'a jamais été aussi bas. L'an passé, nous avions 62 saumons de comptabilisés sur la partie amont du bassin. Donc, c'est très frustrant d'être parti à un niveau très élevé, d'avoir un outil tel que le conservatoire et d'être retombé au plus bas. Avec cet effondrement progressif, c'était 1200 saumons en 2015, et puis ça a été 700 en 2017, puis ça a été 400 en 2019, et puis 200, et puis 90, et puis 60. Donc là, le déclin s'est amorcé v'là quand même plusieurs années. Alors le déclin, il était déjà dans les années 20, parce que la Loire, il y avait 3 très gros bassins sur la Loire. Le fleuve, la Loire elle-même, l'Allier, qui est son affluent principal sur lequel nous sommes, et puis le bassin de la Vienne, qui est un 3e gros bassin. Et on avait en gros un tiers, et on estimait à plusieurs dizaines de milliers de saumons de population sur ce fleuve-là. C'était énorme, avec des mesures qui avaient été faites à la fin du 19e siècle, où on estimait des populations assez précisément. Et l'effondrement vraiment des populations est arrivé à partir des années 20, 30, quand on a commencé à édifier des obstacles, pour l'hydroélectricité notamment, et on a commencé à couper court à notre bassin et aux zones naturelles de reproduction. Et puis cet effondrement-là, il s'est continué progressivement. On a réduit de plus en plus la surface et l'habitat du saumon, jusqu'à tomber au plus bas dans les années 90, où on n'avait pas de station de comptage à l'époque, mais on estimait une centaine de saumons. Puis on est remonté, et puis ce dernier effondrement-là, il a par contre eu lieu à partir des années 2015, parce que c'était là où on avait le maximum de retour de saumon. Mais lui, je le mettrais plus en lien avec le changement total de stratégie que nous avions mis en œuvre pour remonter les populations de saumon. Il y a vraiment eu un changement radical dans les stratégies mises en œuvre, et
une opposition de vision entre les autorités et puis d'autres associations. C'est quand même surprenant parce que normalement, en conservation, quand on parle de changement de stratégie, ce qu'on voit, c'est une réponse positive. C'est rare qu'on prend des nouvelles décisions qui détériorent l'état des populations. Qu'est-ce qui est arrivé exactement en 2015? Vous avez raison sur le fait qu'on ne souhaite pas dégrader le milieu, et c'est la constante, ça de dire on ne veut que de l'amélioration continue. La différence de stratégie qui a été adoptée, c'est le rôle et l'impact du repeuplement. Nous, notre métier au conservatoire, c'est de soutenir les populations dans une situation qui est vraiment très problématique. Et ce soutien-là, quand on l'a fait à l'époque en 1994, avec l'aide d'Yvan Turgeon à ce moment-là, on avait établi un objectif quantitatif qui était de retrouver 3000 saumons sur l'ensemble du bassin, dont 1500 sur la partie amont de l'Allier. Et ces 1500, pour y parvenir, on voulait pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est le cas de le dire, et on avait une stratégie diversifiée avec des œufs en incubateur de terrain. C'était 200 000 œufs à l'époque, on mettait un peu plus d'1 million d'alevins, et puis on avait des smolts avec 200 000 smolts. Et ce plan de production-là avait conduit à la construction, avait défini la construction de notre établissement avec énormément de bassins. En gros, c'est 2 fois la taille de Tadoussac plus Anse Pleureuse, qui était une des piscicultures du gouvernement à l'époque. Et donc, on est parti là-dessus. Le gros changement a été l'approche de dire oui, vous êtes capable de faire monter des saumons, et on l'a vu très très clairement puisqu'on a fait beaucoup d'analyses génétiques. Ça veut dire qu'on a fait de l'assignation parentale. Tous nos poissons qui étaient utilisés ici étaient génotypés, et on était capable de dire si un poisson qui revient venait ou pas de la pisciculture. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en moyenne, on avait près de 70% des poissons qui revenaient qui étaient issus du repeuplement. Et ça a été le moment de transition en 2008, en disant attention, on est passé de votre établissement, ça ne marche pas assez, parce qu'on n'avait pas fait venir 1500 saumons sur l'Allier, mais on n'était pas loin avec 1177, donc on avait quand même 77% de l'objectif. Oui. Mais pour certains, on contribuait trop au retour. Et donc la stratégie a été de dire non, il faut laisser la place à la reproduction naturelle, il ne faut pas trop impacter par le repeuplement. Et ça, la divergence de point de vue, elle a été majeure. Moi, je partais du principe que cette tendance qu'on avait à la hausse était très encourageante pour, valoriser le travail qui a été fait auparavant, c'est-à-dire on a fait des stations d'épuration, on a amélioré le milieu, on améliore les obstacles, etc. Regardez, la tendance, ça marche, même si effectivement, on utilise artificiellement le soutien d'effectifs. Et cette tendance à la hausse, elle peut aider à poursuivre cette amélioration, parce que l'objectif, il est bien évidemment d'améliorer le milieu et pas de soutenir artificiellement une population. Oui. Mais en face, la vision que les autorités du gestionnaire avaient, c'était de dire oui, vous pouvez faire venir beaucoup de poissons, mais ils appelaient ça l'illusion de l'abondance. En gros, vous faites venir beaucoup de poissons, mais s'il y a beaucoup de poissons, les gens vont croire que tout va bien, donc ils feront rien pour le milieu. Force est de constater 15 ans plus tard que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que le fait d'avoir un effondrement total des populations conduit les acteurs potentiels sur la rivière à dire écoutez, il n'y a plus de saumon, donc ne nous embêtez pas. On veut mettre une centrale hydroélectrique, on veut mettre ça parce que votre saumon, il n'y en a plus, vous avez dépensé beaucoup d'argent là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, ça a été une phase vraiment très forte. Et dans la stratégie qui nous était imposée, ce qui a été mis en œuvre, c'était de dire on veut plus des stades les plus avancés parce qu'ils sont moins adaptés, donc on a arrêté complètement les smolts. On veut pas que vous alliez mettre des poissons dans les endroits les plus productifs parce qu'il peut y avoir de la reproduction naturelle. Donc allez donc dans des zones moins productives, plus à l'aval du milieu. Et en gros, on a réduit d'un facteur 10 les quantités que l'on a déversées. Malheureusement, entre-temps, et dans la même période, on peut constater que ça se passe aussi mal en mer, et ça vous le savez aussi bien que moi, les conditions en mer, d'aliments, de courants marins, les choses sont en train de changer de façon assez radicale. Et donc ça a été en parallèle, mais cet effondrement de dernière minute dans notre cas, enfin de dernière minute sur cette tendance-là depuis maintenant quelques années, elle est pour grande partie liée
Et là, il y a un retour à l'envers. C'est-à-dire que on nous avait fait diminuer énormément. Puis depuis 2 ans, quand voilà, il y a le feu, il faut que les pompiers débarquent. Oui. Et la Vous êtes les pompiers. Ouais. Alors ça, c'est un peu délicat. Je vous avouerai que ça me dérange pas d'être pompier, mais un étabbissement comme le nôtre, ça se gère pas en 5 minutes. C'est gros. Et il faut après planifier des plans de production très longtemps à l'avance. Ça se met pas en œuvre comme ça. Et ça, il faut anticiper. On peut pas dire, cette année, j'ai plus de poissons, vite, il faudrait m'en faire, parce qu'il faut avoir la souche adaptée, etc. Parce que la particularité de l'Allier, c'est vraiment d'être un fleuve totalement atypique. Tout à l'heure, dans votre première question, on m'a demandé c'est quoi, est-ce que c'est standard ou pas comme fleuve? Non, le fait de faire 1000 kilomètres, fait que nos smolts, quand ils dévalent d'ici, il faut qu'ils partent au mois de février pour arriver à l'estuaire mi-avril, pour arriver en Norvège au mois de juin. Parce que la cantine, elle ouvre en même temps pour tout le monde, qu'on soit au Québec ou en Norvège ou en Écosse. Donc, il faut arriver en même temps à la cantine. Et donc, nos saumons ont besoin d'informations, de signal différents. Pour dire il faut que je parte un peu plus tôt, je suis une souche plus précoce que les autres pour arriver dans les délais. Puis une souche plus résistante aussi, parce que là on a fait des beaux programmes de recherche, on était dans des consortiums internationaux, on travaille d'ailleurs avec des Américains là-dessus, avec Steve McCormick en physiologie, sur la smoltification, et on a constaté que nos saumons, ils étaient capables d'encaisser 2 fois plus de température que les autres avant de perdre leur capacité d'adaptation à l'eau de mer, ce qu'on appelle la NAKTPase, pour être capable de passer de l'eau douce à l'eau de mer. Eh bien, notre saumon, il est capable d'encaisser 2 fois plus parce que sa migration, elle est très longue et elle dépend complètement des conditions de débit. À faible débit, il va faire 15 km par jour. À fort débit, il peut faire 80 km par jour. Mais quand vous avez 1000 km à faire et que vous avez 3 semaines de fenêtre où vous êtes adapté à l'eau de mer, le train, il faut pas le louper. Donc on a eu des gros challenges comme ça, mais ça nous a permis de travailler vraiment en collaboration, notamment avec l'équivalent d'Hydro-Québec, qui est Électricité de France chez nous, sur un barrage que l'on a en amont, où les poissons perdaient à peu près 3 semaines avant de trouver la sortie, avant d'être actifs et de trouver. Donc ils tournaient en rond dans la retenue pendant 3 semaines. Sauf que 3 semaines de perdu, alors que vous avez 3 semaines à l'arrivée pour lesquelles vous adaptez et que vous avez 900 km entre les deux à faire, c'est crucial. Et donc on a beaucoup travaillé avec eux, on a réduit la hauteur de la retenue, et aujourd'hui on est passé de 3 semaines à 3 heures de retard dans la retenue. Donc ça c'était un très beau programme. Un succès d'après moi. Ouais, non, ça c'est très très bon. Oui. Mais l'étape suivante a été de dire ok, maintenant on a réduit l'impact de cette retenue, mais il faut qu'il y ait des poissons en amont qui en sortent de ce bassin-là. Oui. Et donc pour la première année, cette année en 2025, on a été autorisé à dire ok, vous pouvez aller remettre des poissons, des jeunes alevins dans ces secteurs-là. Et bon, c'est très valorisant pour l'ensemble de l'équipe, c'est qu'on n'a jamais eu de résultats aussi positifs en termes de pêche électrique sur le milieu. Donc on s'attend à une belle délévaison pour l'année 2026. On avait déjà des bons résultats en 2025. Voilà, pour essayer d'inverser cette tendance-là. Moi, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu, M. Martin, comment ça se passe au Conservatoire national du saumon sauvage? Vous faites de la recherche, j'imagine, mais aussi de la production de poissons. De quoi ça a l'air exactement? Alors, c'est un gros établissement dans lequel on a effectivement des bassins de géniteurs, comme vous pouvez les trouver à la station de Tadoussac. On capture nos géniteurs dans la rivière pour utiliser la souche locale. Ça, c'est un élément essentiel. Il y a eu des grosses erreurs dans le passé historique où on a utilisé des poissons de presque tous les pays. Il y en a même eu du Canada qui sont venus. Ah oui. Mais quand vous prenez un poisson d'une rivière courte qui se dit on est aujourd'hui vendredi, je pars aujourd'hui parce que je suis prêt à passer en mer et samedi je serai en mer, non, samedi chez nous il est encore à 900 km de l'estuaire. Donc quand vous utilisez des souches comme ça ne marche pas. Donc on travaille vraiment avec la souche locale. On utilise nos géniteurs sauvages ou en tout cas qui ont fait le voyage, parce que si 80% des poissons viennent de la pisciculture, ils se sont ensauvagés lors de leur parcours, mais à l'origine, on peut pas dire qu'ils sont forcément issus de la reproduction naturelle. Exact. Et ces poissons-là, on les fait pondre. Alors, comme on a très peu d'individus,
et qu'on ne nous autorise pas forcément à capturer beaucoup d'individus, on a été obligé de travailler sur la première génération. On a gardé des individus de ces parents-là et on reconstitue chaque année un stock et on les garde, on les enferme. On en fait des smolts enfermés et ces poissons-là enfermés, ils nous permettent de produire le volume d'œufs requis pour faire plus d'1 million d'œufs et puis fournir la demande que le ministère maintenant veut nous faire. Est-ce qu'il y a des souches long voyage Oui. qui viennent de d'autres endroits que votre rivière? Alors oui, c'est une très bonne question. On travaille, nous, avec la souche alliée pour aider au repeuplement d'autres grands fleuves, et notamment le Rhin et la Meuse en Belgique. Le Rhin avait perdu ses saumons, et pour les mêmes raisons, quand on a perdu ses saumons, on ne peut pas les chercher dans une rivière très très courte. Donc ils ont fait appel à nos saumons, comme les Belges, et on fournit pour la partie française, la partie suisse et allemande, des jeunes saumons, des œufs, qui eux font éclore et qui déversent au stade d'alevin pour avoir ça. À l'inverse, il y a eu des cas comme un échec sur l'Elbe qui se jette en Allemagne, là, et sur Hambourg, vous avez un barrage. On est à 600 km de la République tchèque où les zones de reproduction se passent. Et ils avaient utilisé, pour des raisons historiques ou de recommandations peut-être génétiques, d'utiliser la souche la plus proche de chez vous géographiquement, mais ils ont utilisé des souches du Danemark sur lesquelles ils ont des petites rivières. Et à ce barrage de Gestart, ils capturaient des saumons à l'automne qui étaient prêts à pondre, alors qu'ils avaient 600 km à faire et qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir les faire. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, nos smolts, il faut qu'ils partent longtemps à l'avance, mais nos grands géniteurs, il faut savoir qu'ils peuvent rentrer dans l'estuaire 1 an avant de pondre. Ça, c'est atypique complètement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils rentrent à l'automne ou au tout début du printemps pour être capable d'arriver sur les parties supérieures du fleuve avant que la température se réchauffe trop et pouvoir être sur les zones de reproduction au bon moment. Et comme il y a 1000 km, ça prend beaucoup de temps. Donc, oui, on a une souche... beaucoup de questions dans ma tête. Là. Vraiment plein de questions. Là. Avec plaisir. En fait, juste pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, s'il s'attaque à sa remontée de la rivière presque 1 an d'avance, est-ce que je présume qu'il cesse de se nourrir pendant 1 an avant de frayer? Oui, alors vous avez raison. Il y a une toute petite prise d'alimentation, mais qui est anecdotique de temps en temps pour que le système digestif fonctionne encore. Mais nos poissons qui arrivent ici sur les zones de reproduction n'ont rien à voir avec les poissons que je peux trouver sur la Cascapédia qui viennent de rentrer et qui ont un facteur de condition incroyable. On a des poissons qui font 1 mètre et qui font moins de 7-8 kilos. OK. Des anguilles. Donc, non, vous avez des poissons. Ils ont utilisé beaucoup leurs réserves tout au long de ce parcours. Okay. Oui, c'est des caractéristiques. Puis deuxième caractéristique, c'est qu'on n'a pas de grille. On n'a pas de grille parce que les grilles n'ont pas le temps d'arriver. Il y en avait historiquement. Ils rentraient des saumons toute l'année. Sauf au mois d'août, historiquement, à l'estuaire. Mais la température est vite létale. En tout cas, stoppe la migration. On avait fait une publication scientifique là-dessus sur les activités de nage, au moins au stade de smolt en fonction des températures. Et nos saumons, la fenêtre dans laquelle on les voit arriver à 600 km de l'estuaire, c'est entre le 15 mars et le 15 mai. Avant, ils sont arrêtés parce que les températures basses les stoppent dans leur migration. Et après, il fait trop chaud. Il faut voir qu'il y a à peu près 3 cycles de migration. Ils rentrent dans l'estuaire, ils vont se faire arrêter dès qu'il fait trop froid. Ils vont reprendre à partir du printemps dès qu'il fait suffisamment chaud pour migrer. Et ils vont se faire arrêter dès que la température est trop chaude. Et ils reprendront éventuellement une dernière petite migration à l'automne de quelques kilomètres s'il y a un coup d'eau, une crue qui les attire et des fois de façon opportuniste, même dans un des tout petits affluents parce qu'il est en crue et ils vont essayer de coloniser le milieu. Ça, c'est l'instinct du saumon qui va parler en plus. Donc, la difficulté tout à l'heure quand on disait les soucis sont en mer, c'est que nos saumons, on a trouvé grâce à la génétique, on a travaillé sur le programme de recherche SALSI à l'époque. Ils sont tellement spécifiques que quand on a capturé dans ce programme international des saumons, on pouvait dire à 100% qu'ils venaient de l'Allier. Ah oui. À la différence des saumons norvégiens où on dit il y a des chances qu'ils soient de telle rivière ou de telle zone géographique.
Et ce qu'on a vu, c'est on a trouvé des saumons 1500 à 2000 km plus au nord que ce qu'on imaginait, notamment jusqu'au Spitsberg, donc la mer de Norvège est plus au nord de ça. Et donc vraisemblablement les courants marins ou la nourriture les amènent là, sauf que il faut qu'ils repartent de là-bas pour revenir chez nous. Et donc ce que l'on constate, c'est un retard chaque année dans les migrations, et on a en gros 1 jour et demi par an. Ouais, c'est ma caméra qui est en train de chuter, désolé. On a 1 jour et demi de migration par an, de date d'arrivée de nos saumons. Ils arrivent de plus en plus tard à l'estuaire, et la température se réchauffe de plus en plus tôt. Donc la fenêtre dans laquelle ça se passe bien pour eux est en train de se réduire. Ben oui. Donc si vous vous dites que vous avez entre le 15 mars et le 15 mai, les dates à laquelle ils arrivent, mettons à Vichy, qui est notre station de comptage, qui est à plus de 600 km de l'estuaire, et que ça se réduit de 1 jour et demi par an, si ça continue comme ça, dans 40 ans, ça matchera plus. Donc on est vraiment confronté à ces éléments-là. Mais le 1000 km dont on parle, j'imagine qu'il y a des frayères qui ne sont pas à l'autre bout de la rivière. Il doit y avoir des frayères qui sont un petit peu plus près de l'estuaire, non? Non, malheureusement non. Ah, ouais, faut imaginer la géographie de la France. On est au centre et notre rivière, la Loire, elle part. On est qu'à 300 km ou 200 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. Elle remonte plein nord en direction de Paris. Et puis d'un seul coup, au niveau de la ville d'Orléans, elle tourne complètement à l'ouest et elle s'en va en direction de Nantes. Et donc tous ces secteurs à l'aval sont dans des zones qui sont très anthropisées. Il y a énormément d'habitants sur ce secteur-là, à des altitudes très très basses. Donc on est à quelques dizaines de mètres d'altitude, qui fait que on a un environnement qui n'est plus du tout productif. Et seules les têtes de bassin permettaient de pouvoir produire du saumon. Et donc, on considère, nous, que les 100 à 100 derniers kilomètres sont productifs. Mais il faut qu'ils aient fait 900 kilomètres avant pour y arriver. Exact. Il n'y a plus d'échappatoire. On a perdu, historiquement, tout le tributaire, tous les affluents qui auraient effectivement pu permettre, je connais ça sur pas mal de rivières dans le monde, où la rivière a beau être longue, je connais la Téna en Norvège, où elle a beau être très longue, les premiers affluents, on est très proche de l'estuaire, sont colonisés avec des populations d'ailleurs qui ont des comportements différents, qui migrent pas au même moment, etc. Mais non, là, nous, c'est coincé. Et comme malheureusement, la tendance, c'est de dire, si le climat se réchauffe, les saumons vont passer du sud vers le nord. Je veux dire, l'avenir du saumon, il va se passer au Groenland, ça va fondre, il y aura des rivières extraordinaires, il va vivre des belles années là-haut et il va disparaître des zones du sud de sa zone de répartition. Vous l'avez perdu aux États-Unis, dans la baie d'Hudson, il y en avait du saumon à l'époque. Nous, c'était au Portugal il y a moins d'1 siècle. On a perdu nos saumons du Portugal et puis c'est remonté comme ça et ça va remonter de plus en plus. La difficulté du bassin de la Loire, c'est que au lieu d'avoir des beaux affluents situés plus au nord, au contraire, il faut qu'ils descendent de plus en plus au sud et aux sources de cette rivière pour s'en sortir. Donc, c'est très, très complexe pour eux. En fait, j'aimerais faire un petit retour sur votre pisciculture. Oui. Si j'ai bien compris, vous ensemencez à l'étape d'alevin et de smolt, mais jamais au niveau du tacon? Alors, historiquement, on n'a jamais fait de tacon. On a fait des œufs en incubateur. On a mis des alevins nourris. Donc, on est au début du mois de juin quand les niveaux commencent à être propices. C'est juste avant la période la plus productive pour la rivière. Oui. Et on a fait uniquement des smolts. Donc, on n'a jamais eu la stratégie de tacon qu'on rencontre dans le monde ailleurs. Je connais sur la rivière, la Tyne, par exemple, où c'était une de leurs stratégies majeures, où il y a dans plein d'endroits. Après, c'est des questions de stratégie liées aux piscicultures aussi, parce que souvent les pisciculteurs ont envie de se départir de leurs poissons arrivés en période proche de l'automne. Donc ils les poussent jusqu'au bout en disant puisqu'ils sont plus gros, ils sont plus forts, etc. Mais c'est en même temps la période où il y aura presque rien à manger dans la rivière, où leur période d'adaptation devient la plus faible. Et en même temps, si on veut revenir sur des éléments qui sont quand même majeurs en termes d'adaptation ou de perte d'adaptation, plus on garde un individu dans un établissement longtemps et plus on lui fait prendre de risques de devenir de moins en moins sauvage. On a eu des programmes de recherche là-dessus. On était dans un consortium qui s'appelait
Impress. Et on a regardé bien évidemment tout ça. Et je crois que la tendance générale, et de Québec a d'ailleurs pris cette orientation-là, hein, Tadoussac, c'est ce qu'ils font, c'est de travailler avec des très jeunes alevins qu'on déverse au stade de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 grammes. Exact. Et on s'aperçoit qu'on est capable, avec ces stratégies-là, d'avoir des individus qui sont adaptés et en même temps d'avoir une stratégie qui permet d'agir. Parce que on pourrait aller encore un cran en dessous et faire de la résorption de vésicules. Mais la résorption de vésicules, ça peut marcher extraordinairement bien, comme être une vraie catastrophe. Parce que vous avez une fenêtre de tir qui se joue à quelques jours, parce que quand la vésicule est résorbée, il faut qu'ils soient dans la rivière et qu'ils mangent. Et quand ils sont dans vos tiroirs, il faut les sortir ce jour-là. Et si ce jour-là, vous avez une crue, et chez vous, c'est les fontes des neiges, c'est les choses qui sont plus aléatoires, là, ça peut avoir un mismatch terrible. Alors que l'avantage de l'alvinage en mode nourri, c'est que nous, on a des procédures, parce qu'on alvine sur plus de 300 points différents sur la rivière ou sur des affluents. Donc, c'est une grosse logistique pendant un mois. Et si on a une petite crue et on a nos seuils en disant si j'ai 2 fois plus que le module, le débit moyen de la rivière, je n'y vais pas. On attend que l'orage passe, mais l'avantage c'est qu'on a nos poissons dans les bassins, on les nourrit et on attend la semaine suivante et on s'adapte et on adapte comme ça. Et c'est beaucoup plus stable que de risquer l'aléa de la résorption de vésicules, qui certes est moins cher parce que vous n'avez qu'à incuber des œufs dans des tiroirs, puis dès qu'ils sont prêts, vous les sortez, vous les mettez dans la rivière. Mais vous pouvez avoir une année sur 10 exceptionnelle et 8 années sur 10 catastrophiques, quoi. Mais l'empreinte de la rivière se fait à quel moment? Alors, l'imprinting, vraiment l'empreinte de la rivière, elle se fait vraiment au moment de la période d'osmoltification. Exact. C'est pour ça que nos individus qu'on envoie sur le Rhin ou sur la Meuse reviennent sur cette rivière-là parce qu'ils ont été déversés avant le stade de smoltification. C'est là que l'empreinte se fait principalement. Après, vous avez toujours des individus qui divaguent, qui vont voir des aventuriers, des paumés, mais c'est eux qui ont contribué à faire en sorte que vous avez du saumon au Québec ou en Norvège parce qu'il y avait de la glace il y a 10 000 ans et vous n'aviez pas de saumon. C'est parce qu'il y a des saumons. Nous, on a les paumés. Les paumés de l'Atlantique Nord sont. Ouais, mais c'est vrai. Vous avez toujours quelques individus qui disent je vais faire un tour ailleurs. Et puis si ça marche, tant mieux, bingo. Et c'est comme ça que la Norvège, il y avait de la glace. C'est 5, 10%, 8% qui disent tiens, je vais faire un tour ailleurs. Puis dans beaucoup de cas, ça marche pas. Mais quand les glaces ont fondu, ils ont colonisé comme ça progressivement le milieu. Donc, mais bon, c'est un aller. Et heureusement qu'il y a ces paumés. Je joue avec ça parce que souvent on dit c'est des farfelus qui vont faire un tour ailleurs. Non, c'est des précurseurs. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est des aventuriers colonisateurs. Donc, quand vous relâchez les saumons à l'étape smolt, quand vous utilisez ce protocole-là, c'est genre pré-smolt, avant la smoltification. Non, on les déversait vraiment. Alors, on a arrêté ça maintenant, ça fait 6-7 ans. On nous a fait arrêter ça, mais peut-être qu'on va y revenir. Parce qu'on avait des très beaux résultats. On avait à peu près 25% des poissons qui revenaient qui étaient issus du stade de smolt. On les déversait vraiment au moment où ils devaient migrer. Mais donc, on a la chance d'avoir des tambours et puis on les lâchait juste en phase avec le milieu. Puis, donc, ça veut dire que votre pisciculture utilise de l'eau qui provient de la Loire. Alors, voilà, j'ai redû démarrer par ça. C'est là que je m'en allais avec ma question. Ouais, bien sûr. Ah non, mais je comprends maintenant l'imprégnation et tout ça, pardon. Exact. Je comprends la logique. Oui, le choix de l'endroit géographique, de la construction de la salmoniculture, c'était, quand je vous ai dit, on est au cœur des zones naturelles de reproduction, c'est qu'on utilise l'eau au niveau des zones de reproduction naturelle. Okay. Donc, on pompe nous dans notre rivière directement. On fait pas un poisson qui est décalé. On utilise la même thermie. On utilise la photopériode naturelle. On ne décale pas nos poissons. Voilà, c'est un choix stratégique que l'on a eu au départ. Okay. Et c'est la raison pour laquelle on est installé ici à Chanteuge, en Haute-Loire. Monsieur Martin, on a parlé de cet incroyable outil qui est les déversements que vous pouvez faire pour repeupler les rivières.
en réponse à des changements climatiques ou des enjeux comme ça peut être assez compliqué. Quelles autres menaces auxquelles font face ces saumons-là et les populations en France? Est-ce que l'outil déversement piscicole c'est adapté c'est la solution à tous les Non. problèmes? Non. Non. Non, loin de là, je veux pas. Même Non, mais si c'est un mon bel métier. outil. C'est un très bel outil. C'est un outil extraordinaire. On a 136 bassins de 2 mètres par 2 mètres. On a 36 bassins de 9 mètres de diamètre. Enfin, on a vraiment un très bel établissement qu'on nous a fait malheureusement sous-utiliser pendant quelques années à cause de ce choix stratégique. Indépendamment de ça, non, la pisciculture n'est pas là pour régler les problèmes, elle est là pour tenir et supporter le temps que les problèmes puissent être réglés. Est-ce qu'ils vont se régler si le climat change trop, si la température augmente, on est dans la zone sud de répartition, je ne peux pas vous le garantir, bien évidemment. Par contre, vous dire qu'on pourrait encore cohabiter pendant pas mal d'années avec le saumon, ça oui, et le repeuplement peut y aider. Quand vous avez que 60 individus dans une rivière, et si vous attendez qu'elle se renouvelle et qu'elle monte toute seule, par elle-même, quand vous avez un taux de renouvellement supérieur à 1, tout le monde est content. Quand vous êtes à 1.1, ça veut dire que même 1.2, ce qui serait extraordinaire, ça veut dire que quand vous êtes à 60, ça fait 12 saumons de plus la génération d'après. Je serais parti à la retraite, et entre-temps, ça se passe mal. Donc, oui. Maintenant, moi, ma position, elle est la suivante. J'ai souvent l'habitude de dire, on n'est pas, en tout cas chez nous, vous avez encore le privilège au Québec d'être dans un environnement sauvage où il y a des endroits extraordinaires. C'est des souvenirs que j'ai, moi, de certaines rivières qui sont extraordinaires. Bon. Chez nous, l'environnement sauvage, ça n'existe plus. L'Europe, quand vous la survolez, quand vous survolez la France, vous survolez pas un environnement sauvage, vous survolez un grand jardin. Pour moi, tout a été géré. Quand je vous parle de 13 millions d'habitants sur ma rivière, ben c'est ça. Il y a des stations d'épuration, il y a de l'agriculture, il y a des centrales nucléaires, etc. Donc, soit on accepte qu'on est dans un jardin, et dans ce cas-là, ben on le gère. Ça induit la notion de gestion et pas de retour en arrière. Non, je vais faire sauter tous les barrages, je vais enlever l'agriculture, je vais y retourner comme au néolithique. Ça marche pas. D'abord, on n'a pas le budget, c'est la crise économique, c'est tout ce que vous voulez, donc on n'a pas le budget. Soit on accepte cette notion-là, et dans ce cas-là, on est dans une notion de gestion. Si j'ai dans mon jardin, je veux des carottes, des pommes de terre, à un moment donné, je les plante, ou en tout cas, je désherbe, ou si j'ai des dorifores qui viennent dessus, je dois les enlever. Je suis pas obligé de les pulvériser avec un produit très toxique. Il faut que j'ai une gestion délicate. Et par rapport à votre question, c'est quoi les enjeux majeurs? L'OFB j'étais avec Julien April au NASCO cet été. On était ensemble et chaque pays a présenté ses stresseurs. Bon, la France a présenté ses 3 stresseurs maximum. Ils sont, oui, le changement climatique. Évidemment. En 2, la prédation. Et puis il y a les obstacles. Bon, les obstacles, on les connaît depuis le début. Il faut les aménager sans arrêt, aménager les passes à poissons pour qu'elles soient fonctionnelles. Mais oui, on a des problèmes de prédation. On a des très gros problèmes de prédation. Avec une difficulté, c'est que le monde de la pêche est un peu schizophrène et ça a évolué. La pêche du saumon a disparu. Elle est interdite dans notre rivière depuis les années 94, qui à mon avis est la plus grosse erreur qu'on ait pu faire. La pêche sportive, vous parlez. La pêche sportive, Okay. Effectivement. Elle est arrêtée depuis 30 ans. Et entre-temps, est arrivé d'autres espèces qu'on a introduites, et qui est notamment le silure, qui est un énorme poisson-chat, une énorme barbotte, si on va, ou barbu, un peu comme chez vous, et qui fait, dans la Loire, peut monter à 130 kilos et 2,70 m pour le poisson record. Et ça, on a une prolifération, et l'OFB a présenté parmi les stresseurs en ASCO, des problèmes de prédation sur lesquels il va falloir qu'on enclenche des mesures. Alors, il y a des bassins versants, comme la Dordogne, par exemple, qui ont sorti, et on parle en dizaines de tonnes. Il y a eu des pêches ciblées pour sortir de ces poissons-là des points de blocage, parce qu'ils sont pas fous. Ils ont très bien compris que dès que vous avez un obstacle, c'est là que ça coince, et donc vous avez des rassemblements de plusieurs centaines de silures qui sont en train de manger. Et puis on parle pas que de smolt là, on parle de silures qui capturent un poisson d'1 mètre de long. C'est le garde-manger là où ça ralentit. Exactement. Donc on est confronté, aujourd'hui on est confronté à des problèmes de pollution, classiquement, et on ne fait que connaître pour l'instant le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a plein de produits à des doses infinitésimales qui ont des conséquences sur tout le développement de l'embryon, etc. Bon, ça c'est complexe, et on n'est que dans le début de la compréhension de tous ces mécanismes. Donc on peut que essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Bien évidemment, le réchauffement climatique, il a lieu en mer, mais il a lieu aussi chez nous, en rivière. Il faut voir que nos zones de reproduction ici, elles sont entre 400 mètres d'altitude et 900
entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Wow, On est dans la zone semi-montagneuse chez nous, là. Mais les températures de l'eau, il me semble que j'avais quelque chose là-dessus sur les températures de l'eau, mais pour vous donner un ordre d'idée, ouais, c'est ça, j'ai ça là. Nos records à 1000 mètres d'altitude, on monte quand même jusqu'à 22,3 degrés à 1000 mètres d'altitude. À 500 mètres d'altitude, je montais déjà à 23 degrés. Donc quand vous connaissez la limite du saumon, on commence pas mal à s'en approcher. Donc ça, c'est un défi. Vraiment dans le sud de la limite de la Ouais, zone de répartition et de la température tolérable. Exactement. Mais par contre, notre saumon, il s'est adapté avec le temps. Il y a une certaine résilience qui fait que il est capable d'encaisser un peu plus que d'autres populations. D'où l'intérêt aussi de maintenir cette population pour éventuellement aider d'autres. Comme c'est le cas d'ailleurs sur plusieurs rivières au Québec. Si exactement. On regarde la Bonaventure, si on mettrait un saumon de la Bonaventure dans la Matapédia ou la Rimouski, c'est clair qu'il y aurait un problème. On a des rivières cet été qui ont monté à 26, 28 degrés. Alors, nous, le 28, 29, même 30, on l'a, mais dans la zone plus à l'aval, qui fait que ceux qui sont pas passés, ils ont fini au courbouillon. Les autres sont sur la partie amont. Mais il faut qu'ils franchissent cet obstacle avant que ces sommets de température soient atteints. Et donc, pour revenir sur la prédation, oui, on a le problème du silure, puis on a le problème du cormoran chez nous, qui est énorme. Et pour lequel c'est tous les lobbying qu'il faut arriver à arbitrer parce que on a eu des mesures à l'échelle européenne, puisque nous c'est l'Europe qui dirige beaucoup de règles et qui fait que l'espèce a été protégée, mais elle a en même temps explosé. C'est-à-dire que on est à 1000 km de l'estuaire. Moi j'ai des populations de plusieurs centaines de cormorans qui vivent maintenant à l'année parce qu'ils n'ont plus besoin de migrer parce que la température est favorable et qui pêchent 500 grammes de poissons par jour dans la rivière, dont nos jeunes saumons. Donc, comment on équilibre tout ça? C'est là qu'on retombe dans la logique de jardin. Parce que si vous restez dans la logique de sauvage, en face, les gens vous disent, non, faut laisser la nature faire. Il y a des équilibres qui vont se trouver. Les prédateurs, ils vont gérer ça. Ça marche dans un environnement où il y a pas d'anthropisation. Quand vous êtes dans un environnement perturbé, quand vous êtes dans votre jardin, vous avez besoin de gérer. Je reviens à cette logique-là de jardin, mais soit on accepte ça et on gère. Oui, il y a de la régulation sur le silure qui a été pris notamment sur la Dordogne et qu'il faudra prendre sur d'autres endroits, notamment sur les points de blocage, parce qu'un barrage pour une centrale nucléaire pour le refroidir, on va pas le faire sauter. Parce que là, vous portez atteinte à l'énergie de tout un pays. Notre énergie, elle est nucléaire en France pour une grosse partie. Non, on va pas basculer du jour au lendemain comme ça. On peut pas effacer ça de l'équation. Non, donc on peut limiter l'impact. Améliorer. Et à cet endroit-là, les silures ont compris que c'est là que ça se passe, mais on peut intervenir avec des pêcheurs professionnels pour qu'ils réduisent la prédation de ces silures dans les points de blocage. Mais les silures... Le cormoran, c'est pareil, c'est aussi de la régulation. Les silures, est-ce que c'est une espèce qui a été introduite ou réintroduite? Elle a été, introduite ou réintroduite? Réintroduite. Ça dépend si on parle en millions d'années, on va dire réintroduite. Je parle pas en millions d'années. Est-ce que c'est deux espèces qui ont déjà cohabité? C'est ça ma question. Sans l'intervention de l'humain. Ouais, vous avez, c'est une bonne question sur la période de cohabitation. Il faut regarder historiquement, parce qu'on parle en millions d'années quand on avait ces espèces-là. Sur des rivières, ils arrivent à cohabiter. Nous, la présence du silure, elle a été trouvée pour la première fois en 1973 à l'estuaire de la Loire, où un pêcheur professionnel a capturé un silure. Il s'appelait Pierre Vivier et il savait même pas ce que c'était, il avait jamais vu ce poisson-là. Il l'a envoyé au Muséum national d'histoire naturelle pour dire c'est quoi, et puis ils se sont rendus compte que c'était du silure. Et dans les années 80, il y a eu des élevages, ça a été utilisé comme vif pour la pêche, et puis tout le monde s'est dit c'est bien, je vais aller repeupler et en mettre un peu partout, comme on a mis des poissons-chats ou des perches soleil à la fin du 19e siècle dans certains plans d'eau. Et là, la population, elle a totalement explosé ces derniers temps, et on a des chercheurs qui ont montré. Je vous encourage à aller voir une vidéo qui est assez sidérante. On la mettra dans les notes de l'épisode. Allez voir une vidéo qui a été faite. Il y a un chercheur à Toulouse qui s'appelle Dominique Santoul, qui a publié dans plein de revues sur l'impact du silure. Ça lui crée des tensions avec le monde de la pêche, parce que c'est aujourd'hui... oui, c'est ça, les pêcheurs maintenant, sur des migrateurs, il y en a plus, mais par contre des poissons de
de 2,70 m, 130 kg, c'est le fun. Mais puis, vous partez pas dans le coffre de la voiture avec un silure, donc vous le prenez, vous le prenez en photo, vous passez sur Facebook et puis vous le remettez à l'eau, quoi. Donc et en espérant que vous le capturez plus gros la saison suivante. Ouais. Et sur cette vidéo, ben, vous allez voir, c'est des silures qui sont dans le sud-ouest de la France et qui mangent des pigeons. C'est-à-dire, c'est comme des orques. C'est comme des orques, mais oui, non, mais c'est vraiment la télévision nationale est venue filmer ça. Vous avez sur un pont d'une ville du sud-ouest qui est fantastique, là, et puis vous avez un groupe de silures, puis les pigeons qui viennent boire sur le bord de la rivière, et vous avez des silures qui foncent sur la berge, qui vont s'échouer pour aller manger et capturer les pigeons. Et ils s'adaptent complètement. Si vous avez des pigeons, ils vont manger des pigeons. Si vous avez des saumons qui sont bloqués au pied d'un barrage, ils vont manger des saumons. Il faut pas les prendre pour plus stupides qu'ils ne sont, parce qu'ils sont très brillants en termes d'organisation. C'est des machines de prédation. Clairement un descendant des dinosaures. Hein? Oui, on est dans cette logique-là, mais c'est des bases scientifiques. Là, je vous parle pas de ressenti en disant non, mais c'est la catastrophe, etc. Non, il y a des données très précises aujourd'hui, des publications qui sont faites, et on se doit d'agir. Et les principes, bon, si sur le changement climatique, c'est à l'échelle mondiale. Les obstacles, ça c'est notre ressort, il faut qu'on agisse sur nos cours d'eau, la qualité de l'eau aussi. La prédation, bah, c'est à nous aussi de prendre des dispositions pour gérer ça quand c'est nécessaire. Je pense que un truc que j'ai retenu de ce que vous nous racontiez, c'est cette pêche récréative qui a été arrêtée il y a 30 ans. Puis en même temps, dans une histoire où vous me racontez que vous êtes devenu l'expert que vous êtes à vouloir protéger les poissons parce qu'avec votre grand-père, ben c'est ça dans l'histoire qui vous a connecté. Donc, à quel point on doit se reconnecter avec nos rivières en France, puis de retourner à cette dynamique-là où on est en lien, où on habite, on cohabite avec les saumons pour pouvoir mieux les connaître. C'est un privilège d'avoir une rivière à saumon. C'est vraiment un privilège. Et quelque part, c'est ça le challenge pour moi, c'est de me dire, oui, peut-être que je pourrais pas le repêcher, en tout cas chez moi, si la pêche n'est pas autorisée. Et je reviendrai quand même là-dessus pour dire que pour moi, ça a été la plus grosse erreur stratégique en 94. Parce qu'une mesure de protection instantanée qu'on peut prendre, c'est de dire, on arrête la pêche parce que c'est ça qui porte atteinte. Bon. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que quand on prend 20% de ce qui remonte, à part bloquer une rivière, la barrer, oui, vous pouvez faire beaucoup de dégâts, mais globalement, la pêche à la ligne, c'était pas ce qui a contribué à la réfraction. La preuve, c'est qu'on l'a arrêté pendant 30 ans et qu'on ait un effondrement des populations. Ça marche pas plus, ouais. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est la présence des pêcheurs sur la rivière, leur impact sur le milieu, qui est énorme, parce que c'était des sentinelles sur notre rivière qui nous alertent sur... Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 15 ans, j'abuse peut-être de mon temps, mais il y a même plus que ça, une vingtaine d'années, j'étais venu à Québec avec mon sénateur. Et nous sommes arrêtés à Causapscal. Et à Causapscal, on rencontre le gérant de l'époque. Et puis mon sénateur arrive et puis il dit... première question, vous avez des employés? Puis le gérant de la ZEC dit oui, on a 50 salariés, on doit avoir une quinzaine de guides, des gardes, des gens pour l'entretien. Donc là, mon sénateur, il commence à se dire, bon, ça, il y a de l'économie autour du saumon comme ça. Puis il lui dit, mais vous n'avez pas de problème de qualité d'eau, etc. Et puis là, il lui répond instantanément, il dit, bah si, la station de relevage, il y en a peut-être un au four, je sais plus, un poste de relevage qui pouvait éventuellement être en dysfonctionnement, mais il dit la présence des pêcheurs sur place fait que quelques minutes après le dysfonctionnement, on est alerté et on agit tout de suite pour régler les problèmes. Et donc cet élément-là de sentinelle, nous on l'a plus. Quand vous constatez un dysfonctionnement, on crée une commission. On est très bon en France pour créer des commissions. Quand on a un problème, c'était le général de Gaulle c'était bien avant lui. C'était Clémenceau, je crois, qui disait ça pour la guerre de 14. Quand on a un problème, on crée une commission. Cette commission, elle va se réunir et puis dans 6 mois, dans 8 mois, on va commencer à étudier le projet et puis à regarder comment on peut le régler. Donc voilà, pour revenir là-dessus, l'absence des pêcheurs au bord de la rivière, c'est pour moi une erreur. Même si à un moment donné, il faut leur dire, vous pouvez pas garder un saumon, vous devez le remettre à l'eau, vous devez en garder qu'un. On peut mettre des mesures de gestion. Mais ça les laisse là quand même. Mais ils sont là. Ils sont là parce que... grosse situation au niveau du braconnage aussi, là. Alors, nous, le braconnage,
enfin, c'est dramatique. Parce que la pêche en France, la pêche du saumon est fermée depuis 94, mais vous avez le droit de pêcher 365 jours dans ma rivière. Vous avez le droit de pêcher avec une cuillère, un ondulante grosse comme ça, parce que vous dites, mais moi je pêche pas le saumon, je pêche le brochet, je pêche le cendre, je pêche d'autres espèces. Okay. Donc on ouvre à toutes les espèces, mais en disant, mais vous n'avez pas le droit. Bon, il est vrai qu'il y a des individus qui, quand ils savent qu'il y a un saumon calé derrière un bloc, peuvent essayer d'aller le chercher en prétextant qu'ils vont pêcher une autre espèce. Donc on a aussi dans le monde de la pêche des gens qui pouvaient être des braconniers, mais globalement, c'est des vrais ambassadeurs du milieu qui défendent les intérêts du milieu, qui se battent pour qu'on ait des eaux de qualité. Et quand je dis c'est un privilège d'avoir du saumon, c'est qu'il ne faut pas un bon état ou un très bon état comme on a dans les qualificatifs de la Commission européenne. On a des notes sur la qualité de nos cours d'eau, mais moi je dis qu'il faut l'excellence. Le saumon exige l'excellence. Donc c'est pas une bonne note, mais c'est une très très bonne note qu'il nous faut sur tous les paramètres. Et là, les pêcheurs ils sont ces ambassadeurs-là, et puis après, oui, ils ont un intérêt parce qu'ils veulent capturer ou ils voulaient capturer des saumons, mais c'est comme ça. Je veux dire, dans notre jardin, on peut être contemplatif et mettre des fleurs pour les regarder, on peut aussi mettre des pommes de terre pour pouvoir les consommer. C'est à nous de gérer notre jardin et d'être en accord avec tout ça, et dans un jardin où il fait bon vivre, où on a envie parce qu'on a le privilège de cohabiter avec des espèces très exigeantes comme le saumon. Clairement. Mais Patrick, j'aimerais ça prendre 15 secondes. C'est tellement important ce que vous dites. Puis je veux mettre l'accent sur ce que vous venez de dire, parce que on a des membres de la communauté, des pêcheurs, qui, sur certaines rivières où c'est plus difficile, qui suggèrent de fermer les rivières pendant une couple d'années pour rétablir la population. Puis nous, la Fédération, on ne cesse de leur expliquer que c'est une fausse bonne idée, là. Mais vous venez justement d'expliquer la raison pour laquelle ce serait une très mauvaise idée de fermer les rivières. Garder la connexion. Exact. Garder la connexion avec les rivières. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Là, c'est hyper important. Oui. En tout cas, sur notre exemple, si ça peut aider dans la compréhension, mais là où on n'a pas été bon, c'est que il y a eu fermeture, mais en même temps, je vous dis, la pêche était toujours ouverte pour d'autres espèces. Mais globalement, malgré le fait qu'on part du principe qu'il n'y a pas beaucoup de braconniers, c'était pas gigantesque, c'est pas ça qui aurait permis de remonter une population dans un environnement où les problématiques sont des obstacles à améliorer, des pollutions à réduire, etc. Vous savez, je dis souvent, la reconquête d'une espèce en voie de disparition, c'est pas un problème de biologiste, même si j'en suis un, ou d'ingénieur, même si j'en suis un. C'est un problème de société. Ouais. Et il faut qu'on aborde ça sur le plan de la société, des enjeux, de l'économie, bien évidemment, parce que vous avez toujours cet enjeu-là qui est très fort et qui fait que on se rend compte du nombre d'emplois et d'économies qui sont liés à la pêche. Mais indépendamment de ça, on a travaillé sur nos programmes de recherche, notamment IMPRES, et on a réussi à avoir 3 doctorants parmi les 17 qui travaillaient sur l'adaptation, sur l'épigénétique, sur plein de paramètres qu'on connaît bien, mais eux, ils ont travaillé sur des éléments de sociologie. Et on manque de sociologues, on manque de gens qui expliquent pourquoi la présence du saumon sur nos rivières est importante, en quoi l'ensemble des acteurs est essentiel pour pouvoir retrouver ce milieu-là. Pas juste un pêcheur qui connaît par cœur parce qu'il dit « Ah, mais moi je suis un grand pêcheur, donc j'en ai pris plein, donc je sais ce qu'il faut faire ou je sais ce qu'il faut pas faire. » C'est pas que ça. Il faut créer de la valeur autour de tout ça, il faut créer de la valeur pédagogique, de la valeur artistique, de la valeur culturelle. J'ai récupéré votre idée des panneaux Rivière à saumon, et si vous prenez notre allié, c'est marqué allié Rivière à saumon. Et il y a quelques mois, on a eu une inauguration avec un préfet qui est le représentant de l'État chez nous. Je dis, vous savez, je suis celui qui a mis les panneaux en place, mais je ne serai pas celui qui les décrochera. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui passent sur les ponts, et c'est un vrai privilège de leur dire non, on n'est pas une rivière à silure. Une rivière à silure, il n'y a rien à faire. Vous avez une eau de mauvaise qualité, vous aurez des silures. Donc voilà, et aborder ça sur le plan sociétal avec l'ensemble des acteurs et des enjeux de tous ces acteurs, c'est essentiel. Mais quand vous parlez de société, une chose qui est importante à mentionner, vous parlez d'économie liée au saumon au Québec, mais on a des économies qui s'opposent aussi, donc entre autres la foresterie, les mines, où eux aussi représentent une grosse partie de l'économie et naturellement, c'est un peu contradictoire. Leur objectif est très différent des nôtres.
C'est vrai. Mais vous avez raison, c'est sociétaire. Ouais. C'est votre grand jardin dans lequel vous exploitez des arbres, vous exploitez des minéraux et sur lequel il y a l'équilibre et c'est là que les autorités trouvent des solutions de compromis. Il n'y a pas un extrême en disant on va éradiquer complètement l'exploitation de la forêt au Canada, au Québec, ni l'exploitation minière parce que il y a des enjeux qui sont gigantesques, mais on veut maintenir la présence du saumon. Vous avez eu des attitudes que je trouve très claires à la différence de chez nous, mais c'est lié à l'histoire où il y a des rivières, vous avez dit celle-là elle est perdue. Et vous avez fait 5 barrages dans le lac sur une rivière, en disant, fini, celle-là, elle est perdue pour le saumon, mais vous avez derrière, vous y touchez pas. Nous, on a essayé en même temps un peu partout, le compromis, mais c'est l'histoire qui veut que depuis le 12e, 13e, 15e, on a aménagé nos cours d'eau. Et on veut encore avoir du saumon partout, mais des barrages partout, etc. Donc il y a ce compromis à gérer, mais vous allez au Jardin des Plantes, au muséum, vous avez encore des espèces que vous pouvez voir, mais parce que vous arrivez à les mettre à l'ombre, parce que c'est des espèces qui craignent le soleil, ou vous les arrosez plus, ou vous les arrosez moins. Mais vous avez encore le privilège de cohabiter avec ces espèces-là. On va prendre une partie 3, partie 4, partie 5 à ce podcast-là. Moi, je pense qu'on fait une série spéciale avec Patrick Martin sur 6 épisodes. Non, mais moi, ce que je veux garder de cette conversation-là, c'est que ça va vraiment prendre de l'interdisciplinarité puis pour créer cette reconnexion-là au grand privilège qu'on a de pouvoir avoir du saumon. Le saumon, c'est comme un ambassadeur un peu de cette collaboration-là. C'est un grand privilège de pouvoir les avoir dans nos rivières. Encore faut-il leur donner la chance de survivre à la crise actuelle. Ouais. Vous avez un article scientifique très très bon, je trouve, qui a été publié par une équipe au Danemark sur le côté multidimensionnel le Danemark. Et moi, je le prends souvent comme exemple. À 94, ils étaient comme nous, ils étaient à moins de 100 poissons sur leur rivière. Ils avaient 5 rivières majeures dans la Skjern. C'était l'effondrement complet. Et puis la Skjern, il est remonté 7000 poissons il y a encore 3 ans. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient des obstacles, ils ont aménagé. Ils avaient des problèmes de régulation de la pêche, ils ont travaillé sur la régulation de la pêche. Il y a des problèmes de prédation, ils ont travaillé sur la prédation, des problèmes de pollution. Ils ont pris tous les sujets et ils ont pas dit il suffit de fermer la pêche ou les vilains, c'est les pêcheurs qui les prennent. Mais ils ont pris tous les problèmes et aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont les résultats. Alors la rivière est plus courte que la nôtre, bien évidemment, mais je vous encourage à regarder cet article-là parce que il ouvre la logique pour dire prenons la problématique dans son ensemble et comment on y parvient en impliquant tout le monde. Exact. Moi, je pense que ça, c'est la recette pour que ça fonctionne. C'est extrêmement inspirant de voir que justement, ça marche à certains endroits. On doit tous, de part et d'autre de l'Atlantique, s'inspirer d'approches comme ça où on a une coexistence avec le saumon, puis une collaboration entre les différents humains qui perçoivent ce saumon-là, autant artistiquement que scientifiquement, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Ouais. Donc, ça donne espoir. Il faut créer de la valeur autour du saumon. Et c'est un grand privilège de pouvoir avoir du saumon dans nos rivières. Exactement. Oui. Patrick Martin, merci énormément de nous avoir consacré cette heure de conversation. Tellement intéressant. Oui, à Chanteuse en France. Et je souhaite longue vie au Conservatoire national du saumon sauvage. C'est extrêmement important ce que vous faites et c'est grâce à des experts comme vous qui partagent la passion qu'on peut continuer de mieux connaître le saumon, la situation, puis à défaut de pouvoir créer une connexion sur les rivières comme vous l'avez fait avec votre grand-père parce que la pêche est fermée, je pense que cette connexion-là, on peut la créer autrement par des discussions humaines comme on a eu aujourd'hui. Exact. Oui. Merci, Monsieur Martin. Mais merci beaucoup et au plaisir de venir lors d'un prochain passage à Québec vous rencontrer. Ou l'inverse, hein? Nous, on peut aller dans le bassin de la Loire. Hein? On vous accueille quand vous voulez, bien évidemment, en Loire. Il fait bon vivre, on y mange bien. Il n'y a aucun souci. Bon. Sauf que la pêche est fermée pour le saumon atlantique. Pour le saumon atlantique. Bonne continuité, Monsieur Martin. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir.